Imaginez un instant Bill Gates, adolescent, se faufilant dans la salle informatique de son lycée en pleine nuit. Cette anecdote, qui semble anodine, a pourtant joué un rôle crucial dans la fortune colossale qu'il a bâtie par la suite. C'est précisément ce genre d'histoire fascinante que Morgan Housel nous raconte dans son livre « La psychologie de l'argent », nous invitant à réfléchir sur notre propre relation à l'argent. À travers 18 leçons captivantes, Housel nous plonge dans les méandres de notre psyché financière, dévoilant les mécanismes souvent irrationnels qui gouvernent nos décisions en matière d'argent. Il nous montre comment nos expériences personnelles, nos émotions et nos biais cognitifs influencent profondément notre façon de percevoir et de gérer nos finances. De la magie des intérêts composés à l'importance de définir son propre assez, en passant par la gestion du risque et la patience nécessaire pour bâtir une véritable richesse, chaque chapitre nous offre des perspectives nouvelles et des outils concrets pour améliorer notre intelligence financière. Housel nous rappelle que la richesse n'est pas tant une question de chiffres que de comportement et d'état d'esprit. Au fil de cette vidéo, nous explorerons ensemble ces 18 leçons essentielles qui changeront peut-être votre vision de l'argent pour toujours. Vous découvrirez pourquoi la richesse visible n'est souvent qu'une illusion, comment éviter les pièges de la comparaison sociale, et pourquoi la résilience financière est cruciale dans un monde incertain. Que vous soyez novice en matière de finance ou investisseur chevronné, ce résumé vous offrira des insights précieux pour mieux comprendre et gérer votre argent. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, car la dernière leçon pourrait bien être celle qui transformera votre vie financière. Embarquons ensemble dans ce voyage fascinant au cœur de la psychologie de l'argent. Première leçon. Personne n'a la même expérience de l'argent. Imaginez deux personnes nées à des époques différentes. Un grand-père qui a vécu la Grande Dépression des années 30 et son petit-fils né dans les années 2000. Le grand-père, marqué par les files d'attente interminables devant les banques et la perte des économies familiales, a développé une méfiance viscérale envers le système bancaire. Il préfère garder son argent sous le matelas et considère l'endettement comme un péché cardinal. Son petit-fils, lui, a grandi dans un monde de paiement instantané, de crypto-monnaies et de crédit facile. Pour lui, l'argent est fluide, digital, presque virtuel. Il voit l'endettement comme un outil d'investissement et n'hésite pas à utiliser des applications de trading sur son smartphone. Cette première leçon de Morgan Housel nous enseigne une vérité fondamentale. Nos décisions financières sont profondément influencées par le monde dans lequel nous avons grandi. Un investisseur ayant connu le krach boursier de 2008 aura tendance à être plus prudent qu'un trader n'ayant connu que la hausse des marchés. Une personne née dans un pays ayant subi l'hyperinflation aura une relation différente à l'épargne que quelqu'un né dans une économie stable. Ces expériences personnelles façonnent nos croyances, nos peurs et nos espoirs concernant l'argent. C'est pourquoi il est crucial de reconnaître que nos comportements financiers ne sont pas uniquement dictés par la logique, mais aussi par notre vécu. Un conseil financier pertinent pour une personne peut être totalement inadapté pour une autre, simplement parce que leurs expériences de vie sont différentes. Cette compréhension nous invite à l'humilité dans nos jugements financiers et à la reconnaissance que chaque parcours est unique. Elle nous encourage également à examiner nos propres biais et à comprendre comment notre histoire personnelle influence nos décisions financières actuelles. Deuxième leçon, la chance et le risque sont des facteurs importants. Prenons l'histoire de Bill Gates, souvent cité comme exemple de réussite par le travail acharné. Certes, son intelligence et sa détermination sont indéniables, mais sa réussite extraordinaire doit beaucoup à une chance incroyable. Il est né dans une famille aisée, à Seattle, et a eu accès à un ordinateur en 1968, alors que très peu d'adolescents dans le monde avaient cette opportunité. Sans ce concours de circonstances, Microsoft n'aurait peut-être jamais existé. Morgan Housel souligne que la chance joue un rôle crucial dans notre succès financier, mais nous avons tendance à l'ignorer. Nous préférons attribuer nos réussites à nos compétences et nos échecs à la malchance. Cette asymétrie dans notre perception nous empêche souvent de voir la réalité avec objectivité. Prenons l'exemple d'un investisseur qui a acheté des actions Amazon dans les années 90. Son succès n'est pas uniquement dû à sa perspicacité, mais aussi au timing de son investissement.
Il aurait pu faire le même choix quelques années plus tôt ou plus tard, avec des résultats radicalement différents. Le risque, quant à lui, est comme un dé invisible que nous lançons chaque jour. Même les décisions les plus réfléchies peuvent mal tourner à cause de facteurs hors de notre contrôle. C'est pourquoi les investisseurs les plus avisés ne misent jamais tout sur une seule opportunité, aussi prometteuse soit-elle. La leçon essentielle ici est d'accepter que le succès financier n'est jamais garanti, même avec les meilleures stratégies. Il faut savoir reconnaître le rôle de la chance dans nos réussites et comprendre que le risque est une composante inévitable de tout parcours financier. Cette humilité nous permet de prendre des décisions plus éclairées et de mieux nous préparer aux aléas de la vie financière. Troisième leçon, on en veut toujours plus. Imaginez un jeune cadre qui vient de recevoir une promotion tant attendue. Son salaire augmente considérablement et il décide immédiatement d'acheter une voiture plus luxueuse, de déménager dans un quartier plus huppé et de s'offrir une garde-robe plus prestigieuse. 6 mois plus tard, malgré son salaire plus élevé, il se retrouve avec le même sentiment de manque qu'avant sa promotion. Ce phénomène, que Morgan Housel décrit brillamment, illustre le piège de l'hédonisme adaptatif. Notre société nous pousse constamment à vouloir plus, à désirer mieux, à ne jamais être satisfait. C'est comme grimper un escalier sans fin. Chaque palier atteint nous fait immédiatement regarder vers le suivant, sans jamais prendre le temps de savourer notre position actuelle. Cette course effrénée vers toujours plus est particulièrement visible dans les quartiers aisés, où les signes extérieurs de richesse deviennent une compétition sociale permanente. Housel nous raconte l'histoire révélatrice d'un banquier d'investissement qui, malgré ses millions de dollars de revenus annuels, se sentait pauvre comparé à ses collègues milliardaires. Ce sentiment de manque perpétuel n'est pas lié à un besoin réel, mais à une comparaison sociale toxique qui nous empêche d'apprécier ce que nous avons déjà. La véritable richesse, nous explique l'auteur, réside dans la capacité à dire « j'en ai assez ». Ce n'est pas la quantité d'argent qui compte, mais notre relation avec lui. Les personnes les plus heureuses financièrement ne sont pas nécessairement les plus riches, mais celles qui ont su définir leur « assez » et s'y tenir. Cette leçon nous invite à réfléchir à nos véritables besoins plutôt qu'à nos désirs sans fin. La liberté financière commence souvent par la capacité à se contenter de ce que l'on a, tout en poursuivant des objectifs raisonnables et significatifs pour soi-même, plutôt que pour impressionner les autres. Quatrième leçon, le secret est le temps. Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus célèbres au monde, a accumulé la majorité de sa fortune après ses 50 ans. Ce détail souvent méconnu illustre parfaitement la puissance du temps dans la création de richesses. Plus fascinant encore, à 87 ans, il avait généré 99% de sa richesse après ses 52 ans. Cette histoire n'est pas une anomalie, mais une démonstration parfaite de la magie des intérêts composés. Morgan Housel explique que la patience est la composante la plus sous-estimée de la création de richesses. Il compare ce processus à une boule de neige qui dévale une pente. Au début, elle est minuscule, mais plus elle roule longtemps, plus elle grossit exponentiellement. C'est exactement ainsi que fonctionne l'argent investi sur le long terme. Prenons l'exemple de 2 investisseurs. Le premier investit 1 000 € par mois pendant 10 ans, puis s'arrête. Le second commence 10 ans plus tard, mais continue pendant 30 ans. Contre toute attente, le premier investisseur peut finir avec plus d'argent grâce à la puissance du temps et des intérêts composés. Ce n'est pas le montant initial qui compte le plus, mais la durée pendant laquelle l'argent travaille pour vous. L'auteur souligne que notre plus grand ennemi dans ce processus est notre impatience naturelle. Nous vivons dans une société de gratification instantanée où attendre est perçu comme une perte de temps. Pourtant, en matière d'investissement, le temps est notre meilleur allié. Les fortunes les plus solides se construisent rarement rapidement, mais plutôt lentement et régulièrement. La leçon cruciale ici est que la création de richesses durables n'est pas tant une question d'intelligence ou de timing que de patience et de persévérance. Comme le dit Housel, le secret n'est pas de trouver des investissements extraordinaires, mais de faire des investissements ordinaires pendant une période extraordinairement longue. 5e leçon, le plus difficile n'est pas de devenir riche, mais de le rester. Imaginez un instant l'histoire de Richard Fuscone, un ancien dirigeant de Merrill Lynch.
Au sommet de sa carrière, il était l'incarnation même du succès financier. Une fortune colossale, des propriétés luxueuses et un train de vie fastueux. Pourtant, en 2008, il se déclare en faillite personnelle. Comment un tel revirement a-t-il pu se produire? Morgan Housel utilise cet exemple pour illustrer une vérité souvent négligée. Devenir riche est une chose, le rester en est une autre. La chute de Foscone n'est pas un cas isolé. L'histoire regorge d'exemples de fortunes rapidement gagnées et tout aussi rapidement perdues. Le problème, explique Housel, réside souvent dans notre incapacité à adapter notre comportement à notre nouvelle situation financière. Lorsque nous gagnons plus, nous avons tendance à dépenser plus, créant un cycle d'inflation de notre style de vie qui peut rapidement devenir insoutenable. C'est comme si nous montions les échelons d'une échelle tout en la sciant sous nos pieds. Prenons l'exemple des gagnants de loterie. Une étude citée par Housel montre qu'un tiers d'entre eux finissent par déclarer faillite. Pourquoi? Parce qu'ils confondent richesse et revenus élevés. Ils dépensent comme s'ils avaient un salaire astronomique, oubliant que leur fortune est un stock fini qui s'épuise à chaque dépense. La véritable richesse, nous dit l'auteur, n'est pas dans ce que l'on gagne, mais dans ce que l'on garde. C'est la différence entre le revenu et les dépenses qui compte, pas le montant du revenu en soi. Un médecin gagnant 300 000 € par an, mais dépensant tout, peut être moins riche qu'un enseignant gagnant 50 000 €, mais en épargnant la moitié. La leçon cruciale ici est que la préservation de la richesse nécessite une discipline constante et une résistance aux tentations de l'excès. Comme le dit Housel, la richesse est un jeu de défense autant que d'attaque. Il ne s'agit pas seulement d'accumuler, mais aussi de protéger et de faire fructifier ce que l'on a déjà acquis. Sixième leçon, c'est la minorité extraordinaire qui compte. En 2008, alors que la crise financière battait son plein, un investisseur ordinaire aurait pu perdre tout espoir en voyant son portefeuille d'actions s'effondrer. Pourtant, cette même période a créé certaines des plus grandes opportunités d'investissement du siècle. Cette situation illustre parfaitement ce que Morgan Housel appelle la minorité extraordinaire. Dans le monde de l'investissement, la majorité des rendements provient d'un petit nombre d'événements exceptionnels. Prenons l'exemple d'Amazon. Si vous aviez investi dans cette entreprise depuis son introduction en bourse, la majorité de vos gains proviendrait de quelques périodes cruciales, notamment après l'éclatement de la bulle Internet et pendant la crise de 2008, plutôt que d'une croissance régulière. Housel explique que sur les milliers de sociétés cotées en bourse, une poignée seulement génère l'essentiel des rendements du marché. C'est comme un jeu où 99% des cartes sont perdantes, mais où les quelques cartes gagnantes rapportent tellement qu'elles compensent largement toutes les pertes. Jeff Bezos lui-même a reconnu qu'Amazon a survécu grâce à quelques décisions cruciales prises au bon moment. Cette réalité a des implications profondes pour les investisseurs. La tentation est grande de vouloir identifier à l'avance ces moments extraordinaires ou ces entreprises exceptionnelles. Pourtant, l'histoire montre que c'est pratiquement impossible. La solution? Rester investi sur le long terme pour ne pas manquer ces moments rares mais décisifs. La leçon fondamentale est que le succès en investissement ne vient pas d'une série continue de bonnes décisions, mais de notre capacité à rester présent et patient pour capturer ces moments extraordinaires quand ils se présentent. Comme le souligne Housel, c'est notre capacité à endurer les périodes ordinaires qui nous permet de bénéficier des opportunités extraordinaires. Septième leçon, les biens matériels ne font pas le bonheur. Imaginez un instant l'histoire de Richard Nixon, qui, malgré sa position de président des États-Unis et tous les privilèges qui l'accompagnaient, écrivait dans ses mémoires qu'il se sentait profondément malheureux et envieux de ses pairs. Cette anecdote, que Morgan Housel utilise brillamment, illustre une vérité fondamentale. L'accumulation de biens matériels ne garantit pas le bonheur. L'auteur nous raconte également l'histoire d'un banquier de Wall Street qui, malgré un salaire annuel de plusieurs millions de dollars, se sentait pauvre parce qu'il ne pouvait pas s'offrir un yacht aussi grand que celui de son voisin. Ce paradoxe apparent révèle une réalité psychologique profonde. Notre satisfaction ne dépend pas de ce que nous possédons, mais de l'écart entre ce que nous avons et ce que nous désirons. Le véritable luxe, explique Housel, n'est pas dans la possession de biens coûteux,
mais dans la liberté de choix et la tranquillité d'esprit. Il cite l'exemple de personnes qui, malgré des revenus modestes, vivent une vie plus épanouie que certains millionnaires, simplement parce qu'elles ont su aligner leurs désirs sur leurs moyens. La société de consommation nous pousse constamment à croire que le prochain achat nous rendra heureux. C'est comme courir après son ombre. Plus on avance, plus elle s'éloigne. Un nouvel ordinateur, une voiture plus luxueuse, une maison plus grande, chaque acquisition crée momentanément un pic de satisfaction qui s'estompe rapidement, nous laissant dans un cycle sans fin de désirs et de déceptions. La véritable richesse, nous rappelle Housel, réside dans notre capacité à apprécier ce que nous avons déjà. C'est la liberté financière qui compte, pas les signes extérieurs de richesse. Cette liberté se manifeste par la possibilité de dire non à ce dont nous n'avons pas besoin, plutôt que par la capacité à tout acheter. 8e leçon. Vos biens matériels m'impressionnent que vous. Imaginez un instant un homme d'affaires conduisant sa Porsche flambant neuve dans les rues de New York. Il se sent important, admiré, envié. Pourtant, la réalité que Morgan Housel nous dévoile est bien différente. La plupart des passants ne remarquent même pas la voiture, et ceux qui la remarquent n'en ont que faire. Housel raconte l'histoire d'un ami qui a acheté une montre de luxe à 20 000 $. Fier de son acquisition, il a été déçu de constater que personne ne semblait le remarquer. Cette anecdote illustre parfaitement le décalage entre la valeur que nous accordons à nos possessions et l'attention que les autres leur portent réellement. L'auteur souligne que nous surestimons souvent l'importance de nos biens matériels aux yeux des autres. En réalité, la plupart des gens sont trop préoccupés par leur propre vie pour prêter attention à ce que nous possédons. C'est ce qu'il appelle l'effet projecteur. Nous pensons être sous les feux des projecteurs alors que nous sommes à peine éclairés par une bougie. Prenons l'exemple des réseaux sociaux. Nous postons des photos de nos vacances luxueuses, de nos repas gastronomiques, de nos nouvelles acquisitions, pensant impressionner votre entourage. En réalité, la plupart des gens font défiler ces images sans y prêter grande attention, plus préoccupés par leur propre image que la nôtre. Housel nous invite à réfléchir. Si nous achetons des choses principalement pour impressionner les autres, ne sommes-nous pas en train de gaspiller notre argent? La véritable richesse, suggère-t-il, réside dans la satisfaction personnelle et non dans l'approbation des autres. Cette leçon nous encourage à repenser nos motivations d'achat. Au lieu de chercher à impressionner, nous devrions nous concentrer sur ce qui nous apporte une véritable satisfaction personnelle. Comme le dit Housel, la liberté de vivre selon ses propres valeurs, sans se soucier du jugement des autres, est peut-être le plus grand luxe de tous. 9e leçon. La véritable richesse est la prospérité. Morgan Housel illustre cette leçon avec l'histoire fascinante de Rajat Gupta, ancien PDG de McKinsey. Malgré une fortune estimée à 100 millions de $, Gupta s'est retrouvé impliqué dans un délit d'initié pour gagner quelques millions supplémentaires. Cette histoire souligne une vérité profonde. La richesse ne se mesure pas en dollars, mais en liberté et en tranquillité d'esprit. La véritable prospérité, nous explique Housel, c'est de pouvoir dormir tranquille la nuit, de ne pas s'inquiéter constamment de l'argent et d'avoir la liberté de faire des choix sans contraintes financières. Il cite l'exemple d'un professeur qui gagne modestement mais qui peut prendre ses étés pour voyager et passer du temps avec sa famille. Cette personne, bien que moins riche sur le papier qu'un trader de Wall Street stressé, jouit d'une plus grande prospérité réelle. La prospérité se manifeste de multiples façons. C'est la capacité de prendre un congé sans solde pour s'occuper d'un parent malade, de changer de carrière pour poursuivre une passion, ou simplement de ne pas vérifier constamment son compte en banque. C'est avoir un coussin financier qui nous permet de dire non à des opportunités qui ne nous correspondent pas. Housel souligne que la vraie richesse est invisible. Ce n'est pas la voiture garée dans l'allée ou la montre au poignet. C'est la flexibilité de votre emploi du temps, la qualité de votre sommeil et votre capacité à faire face aux imprévus sans paniquer. Il compare cela à un iceberg. La partie visible de la richesse n'est qu'une fraction de sa valeur réelle. Cette leçon nous invite à redéfinir notre conception de la richesse. Au lieu de mesurer le succès en termes de possession ou de chiffres sur un compte en banque, nous devrions l'évaluer en termes de liberté, de sérénité et de possibilités. La véritable prospérité,
c'est d'avoir assez pour ne plus avoir à s'inquiéter de l'argent. 10e leçon, économiser toujours plus. Morgan Housel illustre cette leçon cruciale avec l'histoire de Sylvia, une secrétaire qui, malgré un salaire modeste, a réussi à accumuler une fortune de 7 millions de dollars au cours de sa vie. Comment ? En vivant frugalement et en épargnant systématiquement une partie importante de ses revenus. Cette histoire démontre que la clé de la richesse n'est pas tant ce que l'on gagne, mais ce que l'on épargne. L'auteur souligne que l'épargne n'est pas seulement une question de mathématiques, mais aussi de psychologie. Il compare l'épargne à un bouclier contre l'incertitude. Dans un monde imprévisible, avoir une épargne solide nous offre une tranquillité d'esprit inestimable. C'est comme avoir un parachute en cas de turbulence financière. Housel raconte également l'histoire d'un couple qui, malgré des revenus confortables, se retrouve constamment à court d'argent à cause de dépenses excessives. Ce scénario, malheureusement courant, illustre que même un revenu élevé ne garantit pas la sécurité financière sans une discipline d'épargne. L'auteur insiste sur l'importance de vivre en dessous de ses moyens, quelle que soit l'importance de ses revenus. Il compare cela à creuser un fossé de protection autour de notre château financier. Plus le fossé est large, c'est-à-dire plus notre taux d'épargne est élevé, plus nous sommes protégés contre les aléas de la vie. La leçon fondamentale ici est que l'épargne n'est pas un sacrifice, mais un investissement dans notre liberté future. Chaque euro épargné représente un peu plus d'indépendance, un peu plus de choix, un peu plus de sérénité. Housel nous encourage à voir l'épargne non pas comme une privation, mais comme un acte d'autopréservation et d'autonomisation. En conclusion, l'auteur nous rappelle que la vraie richesse ne se mesure pas à ce que nous dépensons, mais à ce que nous pouvons nous permettre de ne pas dépenser. Économiser plus, c'est se donner les moyens de dire non aux dépenses superflues et oui aux opportunités qui comptent vraiment. 11e leçon, ne soyez pas trop rationnel. Morgan Housel nous raconte l'histoire fascinante d'Harry Markowitz, lauréat du prix Nobel d'économie pour sa théorie moderne du portefeuille. Ironiquement, quand il s'est agi de gérer son propre argent, Markowitz n'a pas appliqué ses modèles mathématiques sophistiqués. Au lieu de cela, il a simplement divisé son portefeuille en 2 parts égales entre actions et obligations. Pourquoi ? Parce que, comme il l'a expliqué, il ne voulait pas regretter d'avoir trop misé sur l'un ou l'autre. Cette anecdote illustre parfaitement le paradoxe de la rationalité excessive en matière d'investissement. Nous pouvons avoir toutes les données, tous les modèles mathématiques du monde, mais nos émotions jouent toujours un rôle crucial dans nos décisions financières. Housel explique que chercher à être parfaitement rationnel peut nous conduire à ignorer nos besoins émotionnels fondamentaux, comme le besoin de sécurité ou de tranquillité d'esprit. Prenons l'exemple d'un investisseur qui, sur le papier, peut supporter une allocation de 80% en actions. Mathématiquement, c'est peut-être optimal pour son profil. Mais s'il ne peut pas dormir la nuit en pensant aux fluctuations du marché, cette stratégie rationnelle devient irrationnelle dans la pratique. L'auteur souligne qu'une stratégie d'investissement doit être non seulement mathématiquement viable, mais aussi émotionnellement supportable. Il compare cela à un régime alimentaire. Le meilleur régime n'est pas celui qui est théoriquement le plus efficace, mais celui qu'on peut maintenir sur le long terme. La leçon essentielle ici est qu'il faut trouver un équilibre entre la rationalité pure et nos besoins émotionnels. Une stratégie financière qui nous permet de dormir tranquille, même si elle n'est pas optimale sur le papier, est souvent meilleure qu'une stratégie théoriquement parfaite, mais émotionnellement insoutenable. Comme le dit Housel, parfois la meilleure décision financière est celle qui vous permet de rester serein, même si elle défie la logique pure. 12e leçon, le monde est plein de surprises. Morgan Housel illustre cette leçon avec l'histoire fascinante de l'Allemagne d'après-guerre. En 1955, l'économie allemande était en plein essor, connaissant ce qu'on appelait le miracle économique. Pourtant, à peine 10 ans plus tôt, le pays était en ruine, dévasté par la Seconde Guerre mondiale. Qui aurait pu prédire un tel revirement ? Cette anecdote souligne à quel point le monde est imprévisible et rempli de surprises, tant positives que négatives. Housel explique que notre tendance naturelle est de croire que le futur ressemblera au passé récent, mais l'histoire nous montre constamment que ce n'est pas le cas. Prenons l'exemple de la crise financière de 2008. Peu de gens l'avaient anticipé,
et encore moins avait prévu son ampleur. De même, qui aurait pu prédire l'ascension fulgurante d'entreprises comme Amazon ou Google? Ces événements, une fois survenus, semblent évidents, mais ils étaient pratiquement impossibles à prévoir avec certitude. L'auteur souligne que cette imprévisibilité a des implications profondes pour notre gestion financière. Il compare la planification financière à la préparation d'un voyage en mer. On ne peut pas prévoir exactement la météo, mais on peut s'équiper pour faire face à diverses conditions. Houzel nous encourage à adopter une approche flexible et résiliente dans nos stratégies financières. Au lieu de chercher à prédire l'avenir avec précision, il suggère de se préparer à un éventail de scénarios possibles. C'est comme avoir un plan B, C et D, plutôt que de miser tout sur un seul plan parfait. La leçon fondamentale ici est que l'humilité face à l'incertitude est une vertu financière essentielle. Reconnaître que nous ne pouvons pas tout prévoir nous pousse à diversifier nos investissements, à maintenir une réserve d'urgence et à rester ouverts aux opportunités inattendues. Comme le dit Housel, dans un monde plein de surprises, la meilleure stratégie est souvent celle qui nous permet de rester dans le jeu, quoi qu'il arrive. 13e leçon. Faites-vous un matelas de sécurité. Morgan Housel illustre cette leçon cruciale avec l'histoire de Nassim Taleb, auteur et trader, qui maintenait délibérément 90% de ses actifs dans des placements extrêmement sûrs, tout en prenant des risques calculés avec les 10% restants. Cette stratégie lui a permis de survivre à de nombreuses crises financières tout en profitant des opportunités exceptionnelles qui se présentaient. L'auteur compare le matelas de sécurité à un airbag financier. Tout comme nous ne prévoyons pas d'avoir un accident de voiture, mais apprécions d'avoir un airbag, nous ne planifions pas les catastrophes d'instant financières, mais devons nous y préparer. Il raconte l'histoire d'une famille qui, grâce à une épargne de sécurité conséquente, a pu traverser sereinement une période de chômage inattendue de 6 mois, alors que leurs voisins, sans épargne, se sont retrouvés dans une situation critique similaire. Housel souligne que le matelas de sécurité n'est pas seulement une protection contre les coups durs, c'est aussi un outil qui nous permet de saisir les opportunités. Il cite l'exemple d'investisseurs qui ont pu acheter des actions à bas prix pendant la crise de 2008, non pas parce qu'ils étaient plus intelligents que les autres, mais parce qu'ils avaient les liquidités disponibles pour le faire. La taille idéale du matelas de sécurité, explique l'auteur, dépend moins des formules mathématiques que de notre tranquillité d'esprit. Pour certains, 3 mois de dépenses suffisent. Pour d'autres, il faut 1 an ou plus. L'essentiel est d'avoir suffisamment de réserves pour dormir tranquille la nuit. Cette leçon nous rappelle que la véritable sécurité financière ne vient pas de la quantité d'argent que nous gagnons, mais de celle que nous gardons en réserve. Comme le dit Housel, un matelas de sécurité confortable nous permet non seulement de survivre aux tempêtes financières, mais aussi de prospérer quand les autres luttent pour leur survie. 14e leçon. Tout le monde change, même vous. Morgan Housel illustre cette leçon avec l'histoire d'un jeune trader de Wall Street qui, dans les années 90, vivait pour l'adrénaline des marchés financiers et les bonus mirobolants. 10 ans plus tard, devenu père de famille, ses priorités avaient radicalement changé. La sécurité financière et le temps passé avec ses enfants étaient-ils devenus plus importants que les gains rapides? Cette transformation naturelle de nos priorités au fil du temps est un phénomène que beaucoup sous-estiment dans leur planification financière. L'auteur compare cela à regarder nos photos d'adolescence. Nous sourions avec embarras en voyant nos choix vestimentaires d'alors, oubliant que ces choix nous semblaient parfaitement sensés à l'époque. Housel raconte également l'histoire d'un couple qui, dans leur vingtaine, avait investi toutes leurs économies dans des actions à haut risque, convaincus de pouvoir supporter la volatilité. Quelques années plus tard, avec un enfant en route et un prêt immobilier, cette même volatilité leur causait des nuits blanches. Ce n'est pas le marché qui avait changé, c'était eux. L'auteur souligne l'importance d'intégrer cette évolution personnelle dans notre stratégie financière. Il suggère de construire des plans flexibles qui peuvent s'adapter à nos changements de vie, plutôt que des stratégies rigides basées sur qui nous sommes aujourd'hui. C'est comme acheter des vêtements légèrement plus grands pour un enfant en pleine croissance. La leçon fondamentale ici est que nos objectifs financiers doivent évoluer avec nous. Ce qui semble être une excellente stratégie à 25 ans
pourrait être totalement inadapté à 35 ou 45 ans. Comme le dit Housel, la clé n'est pas de trouver la stratégie parfaite, mais de créer une approche financière qui peut grandir et changer avec nous, tout en restant alignée sur nos valeurs fondamentales qui, elles aussi, évolueront inévitablement avec le temps. 15e leçon, certains prix sont invisibles. Morgan Housel illustre cette leçon avec l'histoire poignante d'un entrepreneur qui a bâti une entreprise prospère, mais au prix de sa santé et de ses relations familiales. Sur le papier, son succès était impressionnant, mais le coût réel dépassait largement les chiffres de son compte en banque. L'auteur raconte également l'expérience d'un trader de Wall Street qui gagnait des millions mais souffrait d'anxiété chronique et d'insomnie. Son salaire élevé cachait un prix invisible, sa paix intérieure. Chaque décision de trading, chaque fluctuation du marché se transformait en torture psychologique. Son succès financier masquait une forme de pauvreté émotionnelle. Housel souligne que ces coûts invisibles se manifestent de multiples façons. Il évoque le cas d'investisseurs qui passent tellement de temps à optimiser leur portefeuille qu'ils en oublient de vivre. Le prix invisible ici est le temps perdu, les moments manqués avec leurs proches, les expériences de vie sacrifiées sur l'autel de la performance financière. Le stress constant lié à la gestion d'argent peut aussi avoir des répercussions physiques. L'auteur compare cela à une voiture de luxe qui consomme non seulement du carburant, mais use également ses pièces de manière invisible. De même, la poursuite acharnée de la richesse peut consumer notre énergie vitale sans que nous nous en rendions compte. La leçon essentielle ici est que chaque décision financière comporte des coûts qui ne figurent pas sur le relevé bancaire. Le véritable prix du succès financier inclut souvent des sacrifices émotionnels, relationnels et physiques. Comme le dit Housel, la vraie richesse consiste à trouver un équilibre où les gains financiers ne compromettent pas notre bien-être global. Cette compréhension nous invite à évaluer nos choix financiers non seulement en termes de rentabilité, mais aussi en considérant leur impact sur notre qualité de vie globale. Parfois, un rendement financier plus modeste mais obtenu sereinement vaut mieux qu'un gain important qui nous coûte notre santé ou nos relations. 16e leçon. Certains ne jouent pas au même jeu que vous. Morgan Housel illustre cette leçon fascinante avec l'histoire de deux investisseurs au profil radicalement différent. Le premier, un jeune trader agressif, recherche des gains rapides pour s'offrir une vie luxueuse immédiate. Le second, un fonds de pension, investit pour assurer les retraites sur plusieurs décennies. Bien qu'ils opèrent sur les mêmes marchés, ils ne jouent pas du tout au même jeu. L'auteur raconte également l'exemple révélateur de Warren Buffett face à un hedge fund moderne. Alors que le hedge fund doit montrer des résultats trimestriels impressionnants pour satisfaire ses investisseurs, Buffett peut se permettre d'attendre des années avant qu'un investissement ne porte ses fruits. Cette différence d'horizon temporel crée des stratégies et des comportements totalement différents. Housel souligne que cette disparité de jeu se manifeste partout dans le monde financier. Un day trader qui doit générer des profits quotidiens ne peut pas suivre la même stratégie qu'un investisseur patrimonial qui pense en génération. Un étudiant qui investit pour rembourser ses prêts n'a pas les mêmes objectifs qu'un retraité qui cherche à préserver son capital. L'auteur compare cette situation à un terrain de sport où différents sports se joueraient simultanément. Certains jouent au football, pendant que d'autres jouent au tennis, mais sur le même terrain. Il est crucial de comprendre quel jeu nous jouons et de ne pas nous laisser distraire par les règles des autres jeux. La leçon fondamentale ici est qu'il n'existe pas de stratégie financière universelle. Ce qui fonctionne brillamment pour un investisseur peut être désastreux pour un autre, simplement parce qu'il ne joue pas au même jeu. Comme le dit Housel, le succès financier ne vient pas de la copie des stratégies des autres, mais de la compréhension profonde de notre propre jeu et de nos propres objectifs. Cette prise de conscience nous libère de la comparaison constante avec les autres et nous permet de nous concentrer sur ce qui compte vraiment pour nous en fonction de notre situation unique, de nos objectifs et de notre horizon temporel. 17e leçon, l'attrait pour le pessimisme. Morgan Housel illustre cette leçon fascinante avec l'histoire des médias financiers pendant la crise de 2008.
Alors que les gros titres annonçaient la fin du capitalisme et l'effondrement total du système financier, ceux qui prédisaient le pire captivaient l'attention du public. Pourtant, l'histoire a montré que les marchés se sont finalement redressés, comme ils l'ont toujours fait. L'auteur explique ce phénomène par notre biais évolutif. Nos ancêtres qui prêtaient attention aux dangers ont survécu, transmettant cette tendance au pessimisme. Il raconte l'histoire d'un analyste financier qui a gagné en notoriété en prédisant 10 des 3 dernières récessions. Ces prévisions catastrophiques attiraient et plus l'attention que les analyses équilibrées de ses collègues plus optimistes. Houssel souligne que le pessimisme sonne plus intelligent que l'optimisme. Il donne l'exemple de 2 économistes. L'un prédit une croissance stable de 3% par an, l'autre annonce un effondrement imminent du système financier. Le second sera invariablement plus écouté et cité, même si le premier a statistiquement plus de chances d'avoir raison. Cette attraction pour le pessimisme a des conséquences concrètes sur nos décisions d'investissement. L'auteur compare cela à quelqu'un qui refuse de sortir de chez lui par peur d'un accident, oubliant que la vie continue malgré les risques. De même, de nombreux investisseurs manquent des opportunités en se focalisant exclusivement sur les risques potentiels. La leçon essentielle est que le progrès, bien que moins spectaculaire que les catastrophes, est la norme historique. Comme le dit Houssel, l'optimisme raisonné n'est pas de la naïveté, c'est la reconnaissance que les problèmes génèrent des solutions, que l'innovation continue, et que l'humanité progresse malgré les revers temporaires. Cette compréhension nous invite à adopter une vision plus équilibrée, reconnaissant les risques sans pour autant nous laisser paralyser par la peur. Le véritable défi n'est pas d'éviter tous les risques, mais de les gérer intelligemment tout en restant ouvert aux opportunités de croissance à long terme. 18e leçon. On se fabrique sa propre réalité. Morgan Housel illustre cette dernière leçon avec l'histoire saisissante de 2 frères ayant grandi dans la même famille dysfonctionnelle. Des années plus tard, l'un est devenu un homme d'affaires prospère, tandis que l'autre lutte contre des addictions. Quand on leur demande pourquoi ils ont suivi des chemins si différents, ils donnent la même réponse. Avec un père comme le mien, comment aurais-je pu devenir autre chose ? L'auteur explique que notre perception de la réalité est profondément influencée par nos expériences personnelles. Il raconte l'exemple d'investisseurs ayant vécu la Grande Dépression qui, des décennies plus tard, gardaient encore leur argent sous leur matelas, tandis que la génération des années 90 voyait la bourse comme un moyen infaillible de s'enrichir. Houssel souligne comment nos expériences financières précoces façonnent notre vision de l'argent. Un investisseur qui a commencé pendant le boom des années 80 aura une approche radicalement différente de celui qui a débuté pendant la crise de 2008. Ce n'est pas la réalité objective qui diffère, mais leur interprétation de celle-ci. Cette construction personnelle de la réalité influence profondément nos décisions financières. L'auteur compare cela à des personnes regardant le même paysage à travers des lunettes de couleurs différentes. Chacun voit le même paysage, mais l'interprète différemment selon son filtre personnel. La leçon fondamentale ici est que nous devons reconnaître et comprendre nos biais personnels. Comme le dit Houssel, il ne s'agit pas de chercher une objectivité parfaite, qui est impossible, mais de prendre conscience de la façon dont notre histoire personnelle influence nos décisions financières. Cette prise de conscience nous permet de prendre du recul, d'écouter des perspectives différentes et de remettre en question nos présupposés. La véritable sagesse financière commence peut-être par la reconnaissance que notre vision de l'argent est unique et façonnée par notre parcours personnel. Nous arrivons au terme de ce voyage fascinant à travers La psychologie de l'argent de Morgan Housel, un ouvrage qui révolutionne notre compréhension de la richesse et du succès financier. À travers ces 18 leçons essentielles, nous avons découvert que la gestion de l'argent va bien au-delà des mathématiques et des stratégies d'investissement. Ce que nous retiendrons avant tout, c'est que notre relation à l'argent est profondément personnelle et influencée par nos expériences uniques. Que vous soyez débutant ou investisseur chevronné, ces leçons nous rappellent que le succès financier repose davantage sur notre comportement que sur nos connaissances techniques. J'espère que ce résumé vous a donné envie de plonger plus profondément dans ces concepts et de repenser votre propre relation à l'argent. Chaque leçon est comme une pièce d'un puzzle
qui, une fois assemblés, nous offre une vision plus claire et plus sereine de notre vie financière. Si ce contenu vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager votre propre expérience ou votre leçon préférée. Quelle leçon vous a le plus marqué? Comment comptez-vous appliquer ces principes dans votre vie? Votre perspective pourrait éclairer d'autres personnes dans leur parcours financier. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun futur résumé de livre. Activez la cloche des notifications pour être informé des prochaines vidéos. Et si ce contenu vous a plu, un petit pouce bleu fait toujours plaisir et aide la chaîne à grandir. À la semaine prochaine pour un nouveau résumé qui, je l'espère, enrichira encore votre vision du développement personnel et de la finance. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances.